Cette web diffusion vous est présentée par Hydro-Québec et Desjardins, fiers partenaires des Jeux du Québec. Bon début de journée, mesdames, messieurs. En direct du complexe sportif Claude Robillard, vous écoutez la compétition de baseball de la 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016. Jean Allard en compagnie de mon analyste Sylvain Poisson. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean, ça va bien? Très bien, très bien. Tu as eu la chance de discuter avec certains intervenants, puis premier commentaire sur le tournoi? Ben écoute, j'ai que des bons commentaires. C'est sûr là, que j'ai pris quelques minutes pour parler avec les entraîneurs-chefs des deux équipes de notre merveilleuse confrontation. Aujourd'hui, on est chanceux. Un super beau match. Capitale nationale 2-0 pour l'instant. Et Montréal avec Mathieu Granger comme entraîneur-chef. Qui est 2-0 aussi. Donc, on va avoir un beau duel là, devant nous dans les prochaines minutes. Une belle bataille pour la première place. Oui. Alors, on va débuter avec les alignements des deux équipes. Tout d'abord, pour Montréal, alignement offensif. Frappera premier, le voltigeur de gauche, Victor Harvey. Au deuxième rang, le joueur de recours, Jérémy Hernandez-Martel. Au troisième rang, le voltigeur de centre, Loïc Dowd. Au quatrième rang, le voltigeur de droite, Jérémy Junot. Au cinquième rang, le joueur de troisième but, Dominique Théoli. Au sixième rang, le receveur Antonio Barrafato. Au septième rang, le joueur de deuxième but, Josué Martinez. Au huitième rang, le lanceur partant pour Montréal, Billy Manoussakos. Et au neuvième rang, le joueur de premier but, Tristan Caron. Pour l'alignement défensif, Sylvain? Oui, évoluant dans le champ droit, le numéro 82, Olivier Pilote. Au champ centre, le numéro 48, Olivier Dubuc. Au champ gauche, Tom Jean. Au troisième but, le numéro 22, Justin Bellavance. Évoluant à l'arrêt-court, le numéro 2, Anthony Gilbert. Donc, on dit que de bons mots. Évoluant au deuxième but, le numéro 58, William Deschênes. Au premier but, le numéro 45, Charles-Olivier Côté. Recevant les lancers du lanceur partant, Xavier Cadorette. Le lanceur partant, le numéro 43, Francis Labrec. Donc, Jean, aujourd'hui, on a un match où les deux équipes ont une fiche de 2-0. Peut-être que de 2 victoires, aucune défaite. Peut-être qu'on peut juste prendre quelques secondes pour expliquer un petit peu le déroulement des Jeux du Québec cette année. Le Baseball Québec qui a revampé la formule. Le nouveau format de la compétition. Oui, donc on a un pôle A. Où on a l'équipe Capitale nationale, on a l'équipe de la Rive-Sud, on a l'équipe de Montréal, on a l'équipe de Laval. De ces 4 équipes-là, il y en a 3 qui vont passer à la ronde quart de finale, où il va y avoir 8 équipes. Donc aujourd'hui, ces 2 équipes-là sont assurées de passer à la ronde quart de finale. C'est pour ça qu'on risque, en tant qu'entraîneur, c'est mon petit côté entraîneur, de voir des lanceurs. On va économiser nos lanceurs, nos meilleurs lanceurs pour les parties qui vont demain et après-demain. Surtout dans un climat où on joue 5 à 6 parties en 3-4 jours. On va en parler plus tard dans le reportage, mais on a une dimension qui est le pitch count, qui est très important, qui est une très bonne gestion là, qui doit être faite de la part des entraîneurs. Alors, on débute le match au bâton. Le voltigeur de gauche, le numéro 9, Victor Harvey. J'ai eu la chance lors de la classique Claude Raymond. On va en parler avec Robert Brousseau de Baseball Québec plus tard dans la journée. Justement, d'utiliser la stratégie d'avoir ton meilleur lanceur en demi-finale parce qu'il faut que tu te rendes en finale. Alors, il y a différentes stratégies là-dessus. Oh, frappeur raté. On se rend au premier but. Le deuxième frappeur, le joueur d'arrêt-court, le numéro 17, Jérémy Hernandez-Martel. Le prochain frappeur, d'arrêt-court, le numéro 17, Jérémy Hernandez. Donc c'est sûr que c'est du côté du lanceur partant, c'est pas nécessairement le début de match qu'on veut, atteindre le premier lancer, mais des fois c'est de la nervosité. On est quand même aux Jeux du Québec, c'est peut-être sa première apparition. Donc on prend un bon respire et on effectue le deuxième lancer. Balle frappée.
Dans la gauche. Un coup sûr pour Jérémy Hernandez-Martel. Depuis mon arrivée au parc, j'entends que des bons commentaires du petit Jérémy qui va être le joueur d'arrêt-court pour l'équipe de Montréal, qui a frappé une balle quand même avec solidité là, dans le champ gauche. Une balle difficile à jouer pour Thomas, justement parce que aussi on a le soleil là, qui plombe dans cette direction-là. A quand même eu une bonne trajectoire vers la balle, malheureusement, est arrivé à court. Au bâton de voltigeur de centre, Loïc Dowd. Donc, un bon début de match du côté de Montréal. C'est sûr que si on peut arriver à prendre les devants dès la première manche, ça va nous donner plus de latitude au niveau de la gestion des lanceurs. Mais encore là, c'est un match de catégorie Bantam, donc tout peut arriver. On l'a déjà vu. Ouais, puis on rappelle qu'on en a vu du baseball, moi plutôt au Jeux du Québec. On a depuis 2010 maintenant qu'on fait la compétition de baseball. 2010 à Gatineau pour une première fois avec TVGO. Et puis 2012 à Shawinigan, on avait un marathon de 7 heures en ondes. Et à Longueuil en 2014. Alors c'est un plaisir renouvelé à tous les 2 ans. 2 balles une prise pour Loïc Dowd. Si je peux me permettre, pendant que le receveur va aller s'entretenir un peu avec son lanceur, Francis Labrec. Francis, j'ai eu des bons mots du côté des entraîneurs. On me parlait beaucoup de son leadership. Puis c'est important dans la forme du tournoi comme ça parce que il y a des équipes, surtout pour la région de la capitale nationale, on prend des joueurs de différentes équipes. Il y a Beauport, il y a la Rive-Sud de Québec. L'équipe d'étoiles de la région. Oui, c'est ça. Fait que les joueurs ne se connaissent pas tous. Donc, d'arriver comme ça, d'y prendre, ben ça prend un bon leader à l'intérieur. Un but sur balle pour Loïc Dowd. Et on m'a dit que, justement, le jeune Labrec effectuait ce rôle-là à merveille. Alors, le 4e frappeur pour Montréal, la voltigeur de droite, le numéro 14, Jérémy Junot. Présentement, on voit que Francis a de la difficulté à s'adapter probablement au monticule. Parce que lancer avec un monticule, ça va dire qu'avec ta technique, il va falloir que tu ailles porter le lancer un petit peu plus vers le receveur. On veut souvent que nos épaules dépassent notre genou pour être vraiment parallèles au sol. Et présentement, mais si les lanceurs manquent haut dans la zone des prises, c'est un petit peu ce qui peut arriver. Quand même un bon gabarit, le Francis Labrec. Oui, mais ce qu'on voit aussi, s'ajuster. C'est ça, mais tu sais, dans la catégorie Bantam 2A, des terrains avec des monticules, ça n'existe pas au Québec. Donc là, on lance peut-être pour une des premières fois de la saison sur un monticule. Donc, il faut s'adapter. C'est un petit peu normal en première manche. Là, on est haut-bas. Trouver sa zone. C'est ça. Tu sais, on n'est pas gauche-droite présentement. On est vraiment haut-bas. Donc, c'est une question de séparation des mains puis une question de s'adapter au monticule. Là, c'est ce qui se passe. Là. Une 4e balle. Un 2e but sur balle. Francis Labrec et Victor Harvey qui croisent le marbre pour le premier point de Montréal. Donc, on a l'entraîneur des lanceurs probablement qui s'en va parler à son protégé. Encore là, c'est le calmer, peut-être un petit mot technique. Des fois, quand on lance trop haut, ce qu'on veut arriver à faire, parce que là, présentement, là, il n'est vraiment pas gauche-droite. Donc, c'est peut-être de lever la jambe un petit peu plus haut pour se permettre d'avoir plus de temps pour séparer les mains. Une fois qu'on sépare les mains, bien là, on va pouvoir plonger vers l'avant. D'aller porter la balle. D'aller porter, mais oui, mais c'est plus avec le corps qu'on va pouvoir aller porter la balle et de finir, là, moi j'aime bien utiliser, finir avec les doigts dans le match du receveur. C'est bon. Donc, avec un conseil de ce genre-là, mais souvent, on va être en mesure là, de faire un petit correctif parce que la vélocité est quand même là, la direction est là, c'est juste un petit ajustement. Pas de retrait, toujours une possibilité de double jeu, donc on est à un roulant d'un 2 retraits. Là. On lui donne cette prise. Une balle, une prise.
Au jeune Théoli. Balle cognée mollement. Et la break qui remet à Cadorette pour le deuxième retrait. Le premier retrait de la manche. Oui, donc un jeu forcé au marbre. Les buts étaient remplis. Une belle réaction du lanceur et le receveur qui se positionne comme un joueur de premier but. On sait que dans une situation de jeu forcé, on a seulement à toucher le but. On n'est pas obligé de toucher le joueur. Donc, ça a été très bien effectué de la part des deux joueurs concernés. On savait quoi faire avec la balle. Oui, tout à fait. On était prêts. On dit souvent à nos joueurs de baseball mineurs d'être prêts à savoir si la balle est frappée à moi, qu'est-ce que je fais. Bon, on peut voir là, dans ce cas-là que Francis était prêt à bien réagir en possession de la balle. Alors, le sixième frappeur, le numéro 19, le receveur Antonio Barrafato. Côté de Montréal, mais plus qu'on peut prendre une avance, donner une marge avec notre lanceur partant pour quand on arrive. C'est un des gros avantages d'être receveur, c'est que d'être visiteur dans le cas présent, c'est que si on peut aller lancer et se créer une avance, mais ça nous donne un avantage. Du côté d'être receveur, comme du côté de la capitale nationale, mais c'est qu'on a tout le temps le gros bout, le marteau, comme on dit, qu'on peut tout le temps revenir dans la partie. C'est ça. Deux balles, une prise à Barrafato. On n'a pas vu beaucoup de lancers à effet présentement. Là. On voit beaucoup la rapide. Des fois, ça peut être bon là, de peut-être arriver avec un changement de vitesse ou une balle courbe. Il y a des journées que notre rapide va être là. Il y a d'autres journées que ça va être notre courbe, notre changement de vitesse. Donc, on peut peut-être essayer là, de voir quel tir qui va être pour nous aujourd'hui. Un autre but sur balle. Donc, c'est la deuxième visite. On va déjà effectuer un changement de lanceur du côté de la capitale nationale. Personnellement, je trouve ça un petit peu rapide en début de match. Dans un contexte où le match a plus ou moins d'importance. Parce qu'on va finir premier, deuxième, on est assuré de jouer demain. Je ne connais pas là, dans la rotation de lanceur le statut de Francis, mais ma première observation, là, ça serait de dire c'est un petit peu rapide. Puis souvent, c'est de vouloir gagner aujourd'hui, mais dans un tournoi comme les Jeux du Québec où on est déjà assuré de passer. J'espère là, que présentement, on ne prend pas un lanceur qu'on va perdre là, pour la ronde subséquente des quarts de finale et demi-finale. Alors, Olivier Beauvais qui prend la relève de Francis Labrec. Puis, tu sais, souvent, dans un cas de, comme j'ai expliqué pour le jeune Labrec tantôt, j'aurais aimé le voir effectuer peut-être une courbe ou un changement de vitesse pour changer de rythme. Non, mais pas pour se donner confiance aussi. Pour peut-être dire, OK, aujourd'hui, j'ai pas ma rapide, mais j'ai d'autres choses. J'ai mon changement de vitesse, j'ai ma courbe, je vais me sortir de cette manche-là. C'est sûr qu'il y a une autre philosophie qui va dire, oui, mais on veut pas lancer à notre premier tour au bâton nécessairement d'autres choses que notre rapide. Parce qu'on veut pas que les lanceurs, que les frappeurs voient d'autres choses. T'sais, on veut attendre au deuxième tour, troisième tour au bâton pour montrer tous nos pitchs. Mais quand ça va mal, tu vas avec l'artillerie. On est tout seul sur le monticule, il faut s'en sortir soi-même. C'est ça. Fait que des fois, d'avoir essayé un autre lancer, bon, du côté des entraîneurs, on va leur donner le bénéfice du doute. C'est eux qui connaissent leur équipe, qui connaissent leurs joueurs, connaissent le contexte. On ne veut pas s'éloigner trop non plus. Peut-être qu'on met de l'importance à finir premier. On ne connaît pas les adversaires de la division, des autres divisions. Mais on poursuit. Alors, le 7e frappeur pour Montréal, le joueur de deuxième but, le numéro 11, Josué Martinez. Au bâton, le deuxième but, le numéro 11. Donc, on a encore une situation avec les buts remplis. On est à une balle de double jeu, là.
de se sortir de cette manche-là du côté de la capitale nationale. Un très beau lancer ici, directement sur le coin extérieur. On est très bien positionné pour voir ce genre de lancer-là. Encore là, une balle rapide. Là, on peut soupçonner que c'est un tir à effet. Probablement là, un changement de vitesse qui a été demandé. Ça semblait pas très loin, mais on ne commencera pas en première manche à critiquer les arbitres. On n'a pas fini. On va se donner une chance. On a 2 matchs à faire. Coup sûr, perce avant-champ. On est prudent. On laisse Théoli au 3e. Jérémy Ginaud croise de marbre pour 3e point de Montréal. Oui, une balle bien reçue là, par le voltigeur de droite, qui est Olivier Pilote, qui a bien intervenu sur la balle, qui a bien foncé vers la balle, donnant pas l'option aux joueurs qui contournaient le 3e but de pouvoir se diriger vers le marbre. Par contre, sur un simple comme ça, on veut quand même que notre coureur qui est au 2e but soit un petit peu plus agressif pour s'en aller vers le marbre. Alors, au bâton, Billy Manoussakos, le lanceur partant de Montréal, qui a déjà une bonne avance, 3 points d'avance. Il se présentera au Monticule en fin de première manche. C'est très bon pour la confiance, pour rester calme. Il a la chance également de s'aider lui-même avec sa présence au bâton. Il va frapper sur la ligne du 3e but, fausse balle. Parce que présentement, du côté de Montréal, on a le 2e frappeur là, qui a frappé une balle solide dans le champ gauche. Mais depuis ce temps-là, c'est des buts sur balle, c'est des frappeurs atteints. On va dire le frappeur atteint est arrivé avant, mais c'est des petits roulants là, présentement. On ne se fait pas frapper très solidement. Et dans la catégorie Bantam, 3 points, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup, non, c'est sûr. On remarque également que les deux équipes n'utilisent pas de frappeurs désignés, donc ça donne une idée de la qualité, des qualités de frappeur du lanceur, Manoussakos, et on verra probablement Beauvais revenir au bâton en fin de première manche. Jean, on va valider, là, mais je suis vraiment pas certain qu'ils ont le droit aux frappeurs désignés dans la catégorie Bantam. Ou ça peut être un règlement des Jeux du Québec aussi. Ouais, non, mais okay. Je pense pas. Là. On va te laisser parler à tes contacts. Ouais, je suis peut-être rouillé, là, mais il me semble là, que le frappeur désigné ne s'applique pas dans le Bantam. Ah. Il va s'appliquer dans la nouvelle ligue scolaire division 1. Alors, 3 points comptés pour Montréal jusqu'ici dans le match. On a les buts remplis. Elle cogne au 3e but. On tourne 2 jeux. On tentait de tourner 2 jeux. Ouais, une belle glissade là, du coureur qui a empêché le joueur de 2e but de pouvoir faire le jeu de pied pour compléter le double jeu. Le lancer était quand même un petit peu haut là, de la part du 3e but vers le 2e but. Mais quand le coureur glisse vers le but, comme on sait, il y a un nouveau règlement là, dans le baseball majeur qui s'applique aussi un petit peu. Il n'y a pas eu d'interférence dans le cas présent. C'était une glissade qui était dirigée vers le but, mais le joueur de 2e but n'a pas été en mesure de compléter là, son jeu de pied pour se diriger vers le premier. Alors, on aurait fait le tour de l'alignement du côté de Montréal. Le 9e frappeur, le joueur de premier but, le numéro 13, Tristan Caron. Deux retraits dans la manche. Manoussakos au premier, Barrafato au 3e. Peut-être spécifier que le lanceur qui est au monticule pour la capitale nationale est un lanceur gaucher.
Donc, ce qui va faciliter dans la situation qu'on a présentement, un coureur au premier, coureur au troisième. C'est quand même un petit peu plus difficile de voler le deuxième but sur un gaucher. Là, dans l'alignement, on est à quel frappeur? On est au 9e frappeur. On va faire le tour d'alignement. Donc, peut-être, là, tout dépendant, si on veut faire rouler l'alignement en début de match, on pourrait peut-être voir un vol de but avec 2 retraits avec le bas de l'alignement. Ça va être un petit peu plus rare. Souvent, on va faire un vol de but avec 2 retraits avec un coureur au premier but si on veut protéger notre 2e frappeur, 3e frappeur s'ils ont 2 prises. Là, dans le cas du 9e frappeur, on va peut-être probablement le laisser prendre sa présence au bâton au complet, surtout qu'on a un pointage de 4-0. Puis c'est qu'on ne veut pas nécessairement commencer la 2e manche avec notre 9e frappeur. On le laisse frapper, si ça arrive, bien, on commence la 2e manche avec le haut de l'alignement. Avec le haut de l'alignement. Jeanne Cadorette aurait voulu une prise sur ce lancer, mais un autre but sur balle. On remplit les buts encore une fois pour la 2e présence de Victor Harvey. Oui, puis du côté d'Olivier Beauvais, c'était un tir qui est bas dans la zone des prises, peut-être une balle en dessous des genoux. Et c'est un tir qui est extrêmement difficile à capter parce que tu ne veux pas trop bouger ton gant, tu veux donner l'image à l'arbitre que tu l'as saisi dans le bas de la zone des prises. Puis là, dans ce cas-là, malheureusement, la balle a touché le gant, touché le sol par la suite. Victor Harvey a été atteint en début de première manche. Il a été le premier à se rendre sur les buts. Ce qu'on veut voir dans le cas du jeune Beauvais en arrière de la plaide, des fois, c'est juste un mouvement vers le haut, mais doucement, en captant la balle qui va faire en sorte que notre poignet va se soulever. Mais il est quand même très agile derrière le marbre. Il vient de garder une belle balle en avant de lui, une balle qui a touché le sol. Donc, c'est sûr, là, du côté de la capitale nationale, on a hâte que ça finisse. Là, on va aller au bâton. Oh ouais, on veut se donner une chance de mettre des points sur le tableau. Tout à fait. Les buts sont encore tous remplis, donc on a l'option du rejeu forcé à l'ensemble des buts. Donc on a besoin d'une balle au sol, idéalement, ou d'un ballon. Il faut que Beauvais fasse confiance à sa défensive également. Mettre la balle. Trois balles, 2 prises. On semble vraiment là, présentement avoir de la difficulté à s'adapter un peu avec le monticule présentement. Ouais. Peut-être que c'est des lanceurs qui n'ont pas lancé nécessairement hier parce qu'on manque beaucoup haut ou bas dans la zone. L'autre but sur balle. Cinquième point, Barafato croise la marbre. Au bâton, sa 2e présence. Premièrement, Jérémy Hernandez-Martel. L'arrêt-court, le numéro 17, Jérémy Hernandez-Martel. J'adore le positionnement de Jérémy au bâton. Moi, j'aime ça, les frappeurs qui ont une base très large. Donc, je trouve qu'il y a un très bon positionnement. On voit son bâton aussi qui est bien positionné. Il va faire, je vais utiliser le terme anglais là, parce que je ne le sais pas en français, mais un beau mouvement de loading pour être prêt pour approcher la balle puis effectuer un bon contact par la suite. De mise en place. Ouais. Balle cognée solidement au champ centre. Jean-Olivier Dubuc sous la balle pour le 3e retrait. 5 points dans cette manche pour Montréal. Au niveau de l'alignement offensif maintenant de Capitale Nationale, le premier frappeur, soit le voltigeur de centre, Olivier Dubuc. Le 2e frappeur, le joueur de 3e but, Justin Bellavance.
Le troisième frappeur, le joueur de recours, Anthony Gilbert. Quatrième frappeur, le voltigeur de droite, Olivier Pilote. Au cinquième rang, le voltigeur de gauche, Thomas Jean. Au sixième rang, le joueur de deuxième but, William Deschênes. Au septième rang, le joueur de premier but, Charles-Olivier Côté. Au huitième rang, le lanceur, Olivier Beauvais. Et au neuvième rang, le receveur, Xavier Cadorette. Et pour l'alignement défensif de Montréal, Sylvain? Oui, dans la droite, le numéro 14, Jérémy Junot. Dans le champ centre, le numéro 16, Loïc Dan. Dans le champ gauche, le numéro 9, Victor Harvey. Évoluant au troisième but, le numéro 8, Dominique Théoli. Le joueur d'Inter, le numéro 17, Jérémy Hernandez Martel. Le joueur de deuxième but, le numéro 11, Ozoé Martinez. Et le joueur de premier but, le numéro 13, Tristan Caron. Derrière le marbre, pour recevoir les lancers du numéro 18, Billy Manoussakos. Ouais. Le numéro 19, Antonio Perafato, qui agira à titre de receveur. On va mettre ça sur mon écriture. La qualité de mon écriture. Oui, c'est ça. Je vais m'habituer là. J'ai entendu le jeune prononcer son nom, alors c'est facile après ça de... Bien sûr, tu me l'as pas dit avant. Non, je t'ai gardé la surprise, moi, c'est vrai. C'est bon, merci. J'apprécie. Alors, on vous rappelle bien sûr qu'au baseball, les commanditaires du jour sont Hydro-Québec et Desjardins. On les remercie de leur support aux Jeux du Québec et à cette belle compétition. À mon arrivée ici, Jean, un des points qui m'a marqué, c'est la qualité du terrain. Je sais que tu es impliqué ici, là, que tu travailles dans le coin du centre là, de Robillard, mais ce que je tiens à mentionner, c'est le changement qu'on a fait au niveau du parc ici. On a changé les abris pour les joueurs, on a changé, d'après moi, le grillage au complet du parc et surtout la clôture qu'on a montée un petit peu là, dans le champ centre ou dans le champ centre droit. Parce qu'on sait aussi qu'on on va en parler tantôt, mais on a un programme d'excellence qui s'entraîne ici. Là, il y a une mise aux normes qui a été faite. Ouais. Alors, le premier frappeur pour la capitale nationale, le voltigeur de centre, Olivier Dubuc. Belle vélocité du jeune Billy. J'aime beaucoup sa mécanique aussi. On va l'appeler par son prénom aujourd'hui. Cogné. Pose balle. Cogné dévié sur Manoussakos. Jérémy Hernandez Martel le remet à Tristan Caron pour le premier retrait. J'ai un très beau jeu. Le lanceur était prêt en défensive. Malheureusement, la balle a touché son gant. Mais le jeune joueur d'Inter, Jérémy, était prêt aux aguets. Un beau lancer. J'ai adoré la façon qu'il a saisi la balle, bien utilisé ses jambes pour faire un beau lancer au premier but. Un jeu très bien exécuté. Deuxième frappeur, le joueur de troisième but, Justin Bellavance. Peut-être mettre les gens au niveau que cette année, il y a quand même quelque chose de nouveau et de particulier aux Jeux du Québec. Dans les années précédentes, il y avait peu de joueurs qui jouaient dans ce qu'on appelait le réseau développement Midget 3. Cette année, il y a eu une grosse refonte du système où les sports-études ont été mis beaucoup en avance pendant que la balle est frappée en direction du deuxième but. Oui, José Martinez qui a tenté de capter cette balle. Donc, une balle frappée solidement par le deuxième frappeur. Bellavance. Oui, Bellavance. Donc, on va
probablement donné un coup sûr là-dessus. Là. Oui, on aurait pu faire un jeu spectaculaire. Moi, j'ai donné un coup sûr. Donc, je pense là, que dans le niveau qu'on fait, c'est... On a fait un bel effort de Martinez, mais on peut pas lui donner une erreur là-dessus. Donc, je reviendrai avec le reste de l'explication là, pour expliquer la présence de beaucoup de joueurs midget 3 cette année. Là. La troisième frappeur, le joueur de recours, Anthony Gilbert. Qui semble être un joueur qui a un casque, en tout cas, qui évolue probablement pour les Monarques de Charlebourg. Ou les Monarques de Lévis, pardonne-moi. Fait que je ne serais pas surpris qu'ils jouent dans le Midget 3 cette année. Okay. Il y a de Division 1, Division 2, que la région de Québec, il y a un sport-études, a une équipe dans la Division 1 et une équipe dans la Division 2. Donc le Midget 3 a été divisé en 2 divisions. On aura la chance d'avoir également un peu plus tard. Belle réaction de Manoussakos qui remet Martinez pour 1 et à Caron pour 2. Double jeu. Un très beau jeu, un jeu très difficile à effectuer, Jean, parce que souvent dans un cas comme ça, on va voir la balle qui s'en va dans le champ centre, mon ami. Mais le lanceur qui a bien saisi la balle a fait un beau lancer directement au deuxième but. Et ce que j'ai aimé, c'est que le lanceur savait où il s'en allait avec la balle. On veut que notre lanceur, souvent, dans un cas comme ça, soit orienté vers le joueur d'Inter et dise « Bon, mais gars, si la balle est frappée à moi, je te lance la balle, on tourne le double jeu. » C'est exactement ce qu'on a vu dans ce cas-là. Donc, très bien effectué de la part de Montréal. Alors, on va recevoir notre premier invité, Sylvain. Tu as demandé de laisser la place. Capitale nationale, 0. Alors, dans le but, bien sûr, comme on le fait à tous les Jeux du Québec, on met en lumière le sport dans chacune des régions. On l'a fait à Shawinigan, on l'a fait à Longueuil. Alors, c'est le tour de Montréal. On va recevoir tout au long des matchs aujourd'hui et de la finale du dimanche différents intervenants du baseball à Montréal. Je reçois comme premier invité Christian Moisan, qui est responsable des sports au Collège Annecy, mais qui vient nous parler également de la nouvelle équipe de baseball au collège qui a joint la Ligue de baseball collégiale. Salut Jean. Bonjour Christian. Alors peux-tu nous parler un petit peu de cette nouvelle Ligue et la mission de la Ligue un petit peu et comment le Collège Annecy a embarqué dans ce projet-là? OK. Bien, la Ligue collégiale, pour moi, c'est une ligue d'automne qui vient permettre aux joueurs qui jouent l'été dans les différents circuits provinciaux de continuer leur saison. La Ligue collégiale va en être à sa 3e année. On a été un des clubs fondateurs de la Ligue il y a 2 ans. Cette année, il y a 2 nouveaux clubs qui se rajoutent à la Ligue avec André Laurando et Drummondville. Donc, on va être une Ligue à 7 collèges. Fait que, très intéressant. Puis de plus en plus, surtout cette année, avec la nouvelle façon de faire au niveau de la Ligue junior élite qui va terminer beaucoup plus tôt. Donc, on a probablement qu'on va avoir beaucoup plus de joueurs de la Ligue junior élite qui va pouvoir disputer des matchs avec nous cet automne. Alors, on a une balle frappée par Loïc Dowd sur la ligne du premier but pour un coup sûr. On poursuit avec Jérémy Junot au bâton. Je m'excuse, Christian, vas-y. Donc, c'est ça. L'année passée, on a vu l'année passée un peu, pour nous, Annecy, on était problématique un peu parce qu'on avait beaucoup de joueurs qui jouaient junior élite et junior 2A. Dans leur saison, malheureusement, on avait des joueurs qui étaient dans des très bons clubs, donc leur saison s'est continuée très tard. Sauf que cette année, mais comme je disais, avec le fait que la Ligue junior élite termine beaucoup plus de bonheur, ça va être encore. Et est-ce que ça a été justement, un facteur de discussion entre les deux ligues? Ou non, ça n'a pas été un facteur de discussion, mais c'est sûr que lorsqu'on a eu cette information-là, c'était le bienvenu pour la Ligue collégiale. Bienvenu pour nous, effectivement. Mais c'est quand même une ligue qui est très intéressante, qui monte de plus en plus. La région de Québec aussi commence à se questionner. C'est sûr qu'au niveau du climat, à l'automne, en région de Québec, des fois, il fait froid un peu plus tôt, 1 à 2 semaines, qui peut faire une différence. Parce que nous, on commence début septembre et on va jusqu'à la fête d'Action de grâce pour la saison. Donc, un calendrier de combien de matchs? On a un calendrier de 12 parties à peu près. Donc, ça permet aussi aux joueurs de continuer le baseball d'automne, comme on appelle communément. Exactement, puis ça leur donne quand même un très bon calibre. On regarde éventuellement, comme je disais, la région de Québec commence à regarder aussi pour avoir quelques équipes. Donc, éventuellement, ça pourrait en devenir même une ligue provinciale. Donc, ce sera très intéressant.
Et au niveau canadien, une première invitation canadienne cette année. Donc, éventuellement, la Ligue pourra devenir déboucher sur un championnat canadien collégial. Et cette ligue-là, au niveau canadien, est-ce qu'il y a plusieurs ligues dans chaque province ou c'est quoi le... C'est nouveau cette année, donc c'est une invitation de l'Ontario. Déjà une ligue de baseball de ce côté-là. Et il y a une ou deux autres provinces qui ont des circuits d'automne de baseball. C'est quand même très intéressant pour nous au niveau collégial. Et aussi, il y a la ligue universitaire qui est avec l'Université de Montréal qui s'est joint à la ligue universitaire il y a 2-3 ans. Et qui recevra le championnat canadien cette année. Le championnat canadien universitaire. Alors, beaucoup de baseball cet automne à Montréal. Donc, c'est très intéressant avec aussi les deux universités anglophones qui sont là, McGill et Concordia. Donc, pour les athlètes du Québec, c'est quand même intéressant. Ceux qui continuent à étudier, qui demeurent ici, mais ils ont quand même des débouchés très intéressants. Good. Ben, on vous remercie de votre temps. Merci de ta présence. Y a-t-il un dernier petit point à ajouter? Oui, ben on voulait parler aussi de l'implication dans la région de Montréal. Si je regarde comme nous, ben on a commencé à s'impliquer beaucoup dans le quartier l'année passée. On a commencé à travailler de plus près avec les Orioles Junior Elite. Donc, pour nous, c'est une deuxième année de collaboration avec le Junior Elite. Donc, échange de services, on profite de leur plateau et on leur passe les nôtres aussi l'hiver. Et cette année, pour nous, ben, on vise aussi la continuité. Donc, on a travaillé sur le développement. On s'est associé avec le programme Underground, qui est très connu dans la région de Montréal. Puis Underground est un programme qui est très impliqué depuis plusieurs années à l'école polyvalente Édouard Montpetit, au sport-études. Donc, pour nous, c'est une façon aussi de motiver les jeunes à travailler vers la graduation puis s'en venir avoir une continuité pour continuer à jouer au baseball. Fait que pour nous, c'était très intéressant parce qu'on va chercher vraiment une équipe très compétente de ce côté-là qui va prendre charge de notre programme. Et c'est une motivation supplémentaire aussi pour les jeunes du secondaire de continuer à étudier et de devenir au cégep. Alors, merci Christian. Bonne saison d'automne et bonne fin d'été. Merci beaucoup. Merci Christian. Alors, on revient au match. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de regarder le match, d'écouter des conversations avec nos différents invités. Sylvain qui reprend sa place. Alors, c'est Antonio Barafato qui est au bâton, qui vient de se faire retirer sur 3 prises pour le deuxième retrait de la manche. Je viens de croiser un ancien joueur de l'Académie de baseball du Canada, un ancien joueur junior élite qui coach présentement l'équipe de Bourassa, Michael Page. Très bon joueur, qui a fait les Jeux du Québec aussi à ce moment-là pour la Nodière, qui reste présentement dans la région de Montréal. Alors, maintenant, au tour de Josué Martinez. Loïc Dowd qui croise la marbre sur cette balle passée. Bon, c'est sûr là, que du côté de Montréal, si on peut couper des manches où on va avoir utilisé nos lanceurs, bien, on va le faire. T'sais, malgré le fait que le pointage soit 6-0 sur une balle passée, on est en début de tournoi à la ronde. C'est normal qu'on veuille. Si on peut se rendre à 10 points, qu'on joue juste 5 manches, on évite des lanceurs, on va être encore plus prêt pour la ronde de quart de finale. Alors, Jérémy Junot qui est au 3e but. Croise la marbre sur cette balle frappée. Le champ centre. Et Dominique Théoli également. Donc, 3 points du côté de Montréal dans cette demi-manche. Donc, dans ce cas-là, on peut penser que c'est une erreur du joueur de 2e but. Peut-être à cause de la vélocité du lancer, mais ses pieds, la balle a passé à la droite de son pied droit. Pas fait un jeu de pied adéquat pour bien se positionner et avoir la balle au centre de son corps. Mais la balle venait quand même avec beaucoup de vélocité. Une erreur que j'ai remarqué, c'est la balle a poursuivi son chemin. Le champ-centre récupère la balle et décide de lancer la balle au marbre quand il n'y a pas de jeu à faire. Ce que ça fait, ça permet aux joueurs qui étaient au premier but de se rendre au 2e but. Donc, on rapproche le 9e point potentiel. Donc, sur un coup sûr, le point va venir marquer. C'est pas nécessairement le genre de jeu défensif qu'on veut voir. Par contre, c'est 8-0, on est un petit peu moins concentré, on veut peut-être changer le momentum, on pense qu'on est en mesure de le faire d'un seul jeu. C'est peut-être pas le jeu à faire. Alors, on a une balle pour Billy Manousakos. Un retrait dans la manche.
c'est important du côté de la capitale nationale de rester concentré. Hein. Un des avantages du baseball, c'est que ça prend 21 retraits pour que la partie soit finie. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de chronomètre. Donc, on peut très bien là, affronter un lanceur tantôt et faire 8 points dans une manche et revenir à 8-8. On parle de deux équipes de grands territoires avec des joueurs de très grand potentiel. Donc, il faut rester aux aguets. Là. Ça n'est pas terminé. Non, non, c'est jamais fini. Un receveur des Yankees qui s'est rendu célèbre avec cette phrase-là. Ouais, j'attendais là, que tu viennes avec un petit Yogi Berra ou quelque chose de genre. Elle cogné solidement dans l'allée. Centre droite. Cette balle sera à la clôture. Ah, ça va être bon pour un trip. Est-ce qu'il va l'essayer? Ah, il l'essaye. Ouais, mauvais relais à l'intercepteur, là. Par Manousakos. Elle se rend facilement au troisième. Donc, une balle très bien frappée par le jeune frappeur directement dans le champ droit qui est roulé jusqu'à la clôture. Donc, quand même pas un jeu facile. On a vu du côté de Québec un positionnement des relayeurs où on appelle, là, je vais utiliser le terme anglais, mais un système de double cut-off où on veut que le joueur de deuxième but et le joueur d'inter se suivent à une distance d'environ 15 pieds. Comme ça, si la balle manque le premier relayeur, le deuxième est là pour saisir la balle, faire le jeu. Malheureusement, ce n'est pas une stratégie qui a été adoptée là, dans le cas présent. Alors, on a encore un changement de lanceur du côté de la capitale nationale. On aura le numéro 79, Lionel Robitaille, qui viendra en relève à Olivier Beauvais. On peut peut-être en profiter là, pour compléter l'explication que je faisais tantôt, Jean, par rapport aux joueurs Midget 3. Oui. Dans le passé, on avait 11 équipes Midget 3 qui étaient un peu affiliées aux villes ou à des organisations. Maintenant, la majorité des Midget 3 sont associés à des sports-études. Donc, le sport-études de Québec a 2 Midget 3A. Un dans la division 1, un dans la division 2. Rive-Sud, la même chose. Un division 1, un division 2. Montréal, la même chose. Par la suite, mettons une région comme Lac-Saint-Louis va jouer dans la division 2. L'Estrie va jouer dans la division 2. La Mauricie dans la division 1, je crois. Donc, c'est une répartition qui est faite de cette façon-là. Mais un des points super importants, c'est que ça l'amène qu'il y a plusieurs joueurs de 15 ans qui jouent dans le Midget 3A, Division 1, Division 2. Pour la majorité, jouent dans la Division 2, mais ça amène beaucoup plus de joueurs. Ce qui fait que ces joueurs-là sont encadrés à l'année, un volume de match beaucoup plus important, mais aussi évoluent à des distances qui ne sont pas celles qu'on retrouve aux Jeux du Québec. Parce qu'on sait qu'aux Jeux du Québec, les buts sont à 80 pieds, le monticule à 54. Et là, mais eux sont habitués de jouer à 60 pieds et à 90 pieds dans leur réseau de développement. Donc ça, c'est un des ajustements. L'autre, il y a aussi tout ce qui est psychologique. Je m'en vais jouer avec des joueurs plus jeunes, d'un autre calibre. Fait que ça, c'est aux joueurs à s'approprier ça. Mais on m'a dit qu'on avait 34 joueurs qui jouent dans le Midget 3 qui sont ici aujourd'hui dans le cadre des Jeux du Québec. Dans les années précédentes, il n'y avait pas le droit de venir aux Jeux du Québec. C'était un des règlements. Quand tu jouais Midget 3, tu ne pouvais pas aller. C'était vraiment le calibre Bantam 2A. C'était le calibre Bantam 2A. Il n'y avait même pas le droit, dans la majorité des cas, d'aller au championnat canadien. Alors, Tristan Caron est au bâton pour Montréal. Avec Manousakos au troisième et un retrait dans la manche. Est-ce qu'on a le nom du lanceur? Oui, c'est Lionel Robitaille. Donc, on m'a dit du côté des entraîneurs de la capitale nationale qu'on avait 4 lanceurs de prévus aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on avait prévu qu'après 2 manches, une manche et un tiers, là, qu'on aurait déjà 2. Troisième au monticule. Fait que c'est pour ça, tout ça pour te dire qu'un des objectifs des Jeux du Québec, c'est de compléter l'équipe qui va aller représenter le Québec au championnat canadien. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs joueurs là, qui évoluent présentement à Midget 3 qui vont aller faire cette équipe-là. Frappé mollement à l'entre-champ qui tombe. Coup sûr de Tristan Caron. On aura, je ne sais pas si va être disponible cet après-midi ou lundi matin, on aura Stéphane Petronzio qui a aidé au recrutement de cette équipe-là, des 15 ans et moins, qui se rendra au championnat canadien. Mais à vrai dire, Stéphane coach l'équipe.
Il va coacher l'équipe Bantam qui s'en va, puis oui, il a assuré toute la sélection. On m'a informé tantôt qu'il coachait l'équipe avec Guy Roy et Steve Hager, des routiers là, du baseball au Québec qui sont là depuis plusieurs années, qui ont coaché les différents niveaux. Les deux, entre autres, ont occupé le poste de coordonnateur technique à Baseball Québec. Alors, c'est le tour de Victor Harvey au bâton. Déjà, une troisième présence a été atteint en début de première manche et est revenu avec un but sur balle en fin de première manche. Lionel, qui est un grand bonhomme pour son âge. Avec le temps, il va pouvoir prendre du coffre, un petit peu de poids, remplir son chandail. Parce que le chandail qui est probablement un small est lousse, là. On voit qu'il y a quand même une belle fluidité là, au niveau du mouvement. C'est sûr qu'au pointage où on est, on entend les encouragements du receveur, mais c'est plus difficile. Hein? On gère quand même des adolescents. Balle poignée en lieu sûr au champ gauche. Et là, on semble du côté de Montréal frapper tout ce qui est dans la zone des prises avec quand même beaucoup de solidité pour des coups sûrs. Donc, c'est difficile là, pour la confiance. Le prochain frappeur, l'arrêt court, le numéro 17, Jérémy Hernandez-Martel. On sait que dans tous les cas, on est obligé de jouer, dans le cas présent, 5 manches. 4 manches et demie ou 5 manches, ouais, c'est ça. Étant donné que Québec a commencé, on jouera 5 manches. On va jouer 5 manches. Alors, c'est Jérémy Hernandez-Martel maintenant, au bâton. Balle frappée à l'arrêt court. Remet à Charles-Olivier Côté pour le deuxième retrait. Donc, Anthony Gilbert qui souhaitait définitivement tourner un double jeu sur cette balle-là. Mais une fois, au moins, il a agi la belle action de garder la balle devant lui, il a gardé son sang-froid, il a fait un beau jeu au premier but. Il est allé chercher un retrait, un point très positif pour le jeune Gilbert. Autour de Loïc Dard maintenant au bâton. C'est lui qui a débuté cette deuxième manche avec un coup sûr. Il est venu marquer un point sur le coup sûr de Dominique Thioli. J'aime bien ce que je vois de Lionel Robitaille au monticule. J'adore la fluidité de son mouvement. On voit là qu'il travaille dans une approche pour aller chercher une première prise. Il y a beaucoup de fluidité et plus qu'il avance dans le compte, on voit un petit peu plus de vélocité de ses tirs. Présentement, on est en mesure là, de voir qu'il lance une two-seam, donc une balle deux coutures qui va avoir un certain mouvement pour lui vers la droite. Là, mais c'était la balle courbe. À vrai dire, ça serait plus une glissante dans ce cas-là. C'est que la balle courbe va faire un mouvement 6-12, la glissante plus un mouvement 3-9, si on se fie à une horloge. Donc, on vient de voir 3 tirs à effet, là, pas mal, un à la suite de l'autre. On a vu le changement de vitesse, on a vu la balle courbe. Fait qu'on voit là, du côté de l'entraîneur des lanceurs. Je ne sais pas si on laisse le jeune receveur faire la sélection des tirs, mais que là, on essaye d'autres choses. On revient un petit peu à ce que ce qu'on discutait tantôt. S'il y en a un qui ne marche pas, on va en essayer d'autres. S'il ne marche tout pas, mais ça va pas bien. 3 balles de prise pour Loïc Dard. Balle frappée au deuxième but. William Deschênes qui remet à Charles-Olivier Côté pour le troisième retrait. Un retrait 4-3 pour la fin de pointage. Après 2 manches, 1 manche et demie de jeu. C'est maintenant 10-0 pour Montréal. Dans cette manche, 5 points sur 6 pour une erreur et 2 coureurs restés sur les sentiers. Après une manche et demie de jeu, On tentera de s'inscrire à la marque du côté de la capitale nationale. On est en deuxième manche. Il n'y a rien de... On est capable de faire 10 points dans les 6 prochaines manches. 15 lancés. Oui, je portais attention. Là, oui, tu as définitivement raison.
Il nous reste encore 6 coups de C'est bâton. 2 points par manche, c'est 10-10. C'est ça, 6 coups de bâton. Là, l'objectif qu'on va vouloir, c'est bien sûr pouvoir traverser la 5e manche pendant qu'on voit les nuages plus ou moins menaçants qui s'en viennent vers nous. Ce qu'on va vouloir, c'est jouer les 7 manches, donc graduellement faire des points. Et du côté de Québec, on a quand même 4 joueurs qui évoluent dans la division 2 ou 1 dans le midget 3A. Donc, on a un potentiel au bâton très grand. Les entraîneurs me disaient qu'ils pensaient à leur arrivée dans le tournoi avoir une très bonne défense et un très bon bâton. Ils ont été très surpris de dans les 2 premiers matchs de l'action des lanceurs. Là, maintenant, on va avoir besoin de la relève du bâton et de faire en sorte de rapprocher. Il est rendu à 10-5, 10-6. On ne sait pas comment l'autre équipe va réagir. On parle des adolescents. On peut faire appel à un nouveau lanceur qui ne sera pas... On a un petit peu plus d'anxiété, un petit peu plus de nervosité. On ne gère pas les émotions de la façon qu'on veut. Mais par contre, on a quand même un bon défi là, du côté du frappeur parce que le lanceur, Billy, lance très bien là, présentement du côté de Montréal. On a retiré la capitale nationale dans l'ordre en première manche et semaine au bâton. Le 4e frappeur, le voltigeur de droite, Olivier Pilote. Belle cognée solidement au champ centre. Belle attrapée de Louis Dowd. Tout un jeu effectué par le champ centre. Une belle course à sa gauche et qui poursuit ça avec un très beau plongeon. Une balle frappée extrêmement solidement par Olivier Pilote et un très beau catch. C'est ça le baseball. Quand tu frappes une balle solidement et que le joueur a besoin de faire un plongeon, on lève les mains, on dit bravo. Tout un jeu de Loïc. Le 5e frappeur, la voltigeur de gauche, Thomas Jean. Une 2e prise. Donc le jeune Manu Sarès qui... Manu Sakos. Pelé-Belé. On va l'appeler Belé. Mais là, c'est de ta faute, là. C'est ton écriture qui laisse à désirer. Mais qui a une mécanique irréprochable. Une action de bras quand même courte, mais qui est dans la zone des prises. Là, on vient de voir la balle courbe qui vient de rater dans le sol. Mais on avait 2 prises, donc souvent dans cette catégorie-là, on va voir cette approche-là. On s'en va à 2 prises, on lance la balle, une balle courbe qui touche le sol. On revient avec la balle courbe un petit peu plus haute. Au champ droit. Un coup sûr, on contourne et on s'en va au 3e. Du côté de Thomas Jean. C'est sûr que de la position qu'on est, c'est un jeu un petit peu difficile là, pour nous à décrire, mais on peut concevoir qu'elle est tombée près de la ligne des fausses balles, en arrière du premier but. Donc, aucune chance pour le voltigeur de droite qui a quand même fait un plongeon sur le cas dans la situation. S'est levé, récupéré la balle. Et pendant ce temps-là, la Gazelle parcourait les buts pour se rendre au 3e but. Ouais. On aura la chance de s'inscrire au pointage avec le 6e frappeur, le joueur de 2e but, William Deschênes. Mais Billy qui présentement contrôle très bien la direction de ses tirs, vient de effectuer un lancer d'une très grande qualité sur le coin extérieur pour aller chercher une première prise. Et c'est la base quand on lance. On veut prendre les devants. Balle cognée mollement au 3e. Beau jeu de Dominique Théoli qui remet à quart. Un jeu extrêmement difficile, un jeu qu'on appelle un slow roller qui a été très bien récupéré par le jeune Dominique et qui a fait un lancer avec beaucoup de précision au premier but.
La technique était parfaite, l'approche était très belle. Puis on parle ici d'une balle qui n'était pas frappée, qui était frappée très loin du joueur de troisième but. Donc il a dû s'approcher avec beaucoup de vitesse. Très beau jeu de la part de Montréal. Et la capitale nationale qui s'inscrit au pointage alors que Thomas-Jean croisait le marbre. Au bâton, le joueur de premier but, Charles-Olivier Côté. Un élan avec beaucoup de puissance de Charles-Olivier. J'ai hâte de voir ce que ça va donner si on met la balle en jeu. Donc c'est sûr que pour la majorité, j'imagine, des joueurs qui évoluent pour la capitale nationale, on parle de joueurs qui font du baseball 10 mois par année avec un très bon programme à Québec qui est le programme Cardinal-Leroy, chapeauté là, par Jean-Philippe Roy, Christian Chénard et d'autres entraîneurs très bien connus et reconnus à travers la province. On peut voir l'approche au bâton du jeune frappeur qui est sans faille. Donc dès que le lanceur va être prêt, il va faire son loading vers l'arrière. Il est tout de suite en préparation. Donc une bonne approche là, du jeune frappeur au bâton. L'avenue des sports-études amène une certaine standardisation de l'approche. Ça amène que le niveau technique dans un programme comme on voit là, les Jeux du Québec, est à un niveau supérieur et un très bon niveau. On a toujours été bien épiés dans la région de Québec là, avec les équipes juniors et bien sûr, depuis que les capitales sont là, l'effet capital n'est pas négligé au niveau de la ville de Québec, de la grande ville de Québec. Balle cognée dans la gauche. Victor Harvey sous la balle pour le troisième retrait. Alors la capitale nationale s'inscrit au pointage et après 2 manches complètes de jeu, c'est 10-1. Bon, un beau jeu effectué par le champ gauche. C'est sûr que présentement, comme on peut peut-être l'entendre, le vent commence à se lever un petit peu, à tourbillonner alentour du parc. Donc une balle pas nécessairement facile à capter. A su bien juger la balle et afin d'effectuer le troisième retrait de la manche. Alors, en ce début de troisième manche, on va recevoir un autre invité. On va parler de l'histoire du baseball à Montréal. Dans cette manche, un point sur un buteur, aucune erreur et aucun courant laissé sur les centres. Dans la foulée, encore une fois, de vous parler de baseball à Montréal, on reçoit Patrick Carpentier, historien du baseball avec Sabre Québec. Bonjour Patrick. Salut Jean. Alors, je te laisse aller. Peux-tu nous parler un petit peu du baseball? Par exemple, on sait que Baseball Québec a été créé en 1969, mais dans le 20e siècle, là, au début du siècle, il y avait beaucoup de baseball. Alors, je te laisse aller. Raconte-nous un petit peu l'histoire du baseball à Montréal. Écoute Jean, c'est du baseball qui n'était pas organisé la plupart du temps. Tu sais que il n'y avait pas de ligue, il n'y avait pas d'organisation. Ce qui se passait, c'est que les équipes dans ce temps-là, ce qui arrivait, c'est que les équipes dans ce temps-là, ils se lançaient des défis, tout simplement. Ça a été comme ça là, à partir des années 1890 jusqu'à peu près là, 1910 à peu près. Là, il y a eu une ligue qui s'est formée à Montréal, la Ligue de la Cité. C'est une ligue très importante. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été développés dans cette ligue-là. Et puis là, ça a comme donné une impulsion aux autres gens, aux autres équipes de se former en ligue aussi. Là, il y a eu une multitude de petites ligues qui sont formées. Et là, à ce moment-là, on a vu ça à Montréal. Puis ensuite, ça s'est propagé un petit peu plus en province. Mais à Montréal, c'était ni plus ni moins la capitale là, du baseball au Québec. Tu comprends? Et puis là, écoute, les Royaux sont arrivés. La première mouture des Royaux. La première mouture, c'est entre 1897 et 1917. OK. Et puis ensuite, ils sont venus en 1928 au stade de Lormier. Et puis là, ça a donné une nouvelle impulsion au baseball de Montréal. Il y avait des nouveaux joueurs qui arrivaient. Là, on voyait du baseball professionnel pour la première fois. Il y avait l'arrivée de la radio aussi. À ce moment-là, il y a plus de gens qui pouvaient découvrir ça, le sport. Et puis là, c'est là qu'on a vu réellement les petites ligues de quartier dans les arrondissements, les ligues de paroisses aussi qui sont formées à Montréal un peu partout. Tu comprends? Ouais. Et puis chez les Royaux, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des joueurs québécois qui ont commencé à évoluer là. Et puis il y a des gens comme Paul Calvaire, des gens comme les Stan Bréard qui ont commencé à évoluer. Puis on est arrivé à un moment donné dans les années 40 qu'il y avait 3 Québécois dans l'équipe, 3 grands noms. Jean-Pierre Roy, Stan Bréard et Roland Gladu, qui ont joué en même temps que Jackie Robinson.
Alors là, j'ai pas besoin de te dire que le baseball à Montréal, il était à son summum. Les francophones étaient bien représentés également. Oui, exactement. Ce qu'on prend, c'était ni plus ni moins du baseball qu'on qualifierait de 3A aujourd'hui, les Royaux. C'était pas disponible pour tous les Québécois parce que quand même, c'est un calibre quand même assez avancé. Pas que les Québécois n'étaient pas très bons, mais tu comprends qu'avec la température qu'on a l'hiver ici, on ne peut pas se pratiquer. Ouais, on n'avait pas de programme sport-études pour jouer 12 mois par année dans ce temps-là. Non, c'est pas comme aujourd'hui, l'Académie de baseball Québec, elle n'est pas en Floride s'entraîner. Là. Hein? Ce qui fait que, vois-tu, c'est encore chanceux qu'on ait eu des Québécois qui sont rendus dans le baseball mineur comme ça, puis des gens comme Roland Gledu, vois-tu, qui est probablement le meilleur joueur de baseball de l'histoire du Québec jusqu'à qu'Éric Gagné arrive sur la scène du baseball québécois. Donc, vois-tu, c'est une chance, mais par contre, c'est des joueurs qui avaient été très bien développés. Parce qu'il y avait quand même des gros noms qui jouaient, puis il y avait aussi des vedettes des États-Unis qui venaient jouer au Québec, qui arrivaient à Montréal. On pense juste à des Noirs. Il y a des Noirs qui ne pouvaient pas se trouver d'emploi dans le baseball aux États-Unis pour la raison qu'on connaît. Ils venaient à Montréal. À ce moment-là, ces gens-là, ils avaient une certaine compétence, une certaine réputation. Ils pouvaient faire venir d'autres joueurs des États-Unis aussi. Et ça permettait aux joueurs québécois d'apprendre. D'évoluer aussi. Exactement. Vois-tu? Fait que, rendu aux années 40, là, on peut dire que c'est l'âge d'or du baseball au Québec. 40-50. Avec la Ligue provinciale, si on parle plus de Montréal, on sait que la Ligue provinciale n'est pas venue à Montréal parce que, comme le nom l'indique, provinciale, c'est une ligue qui est plutôt à l'extérieur de Montréal. Étant donné qu'à Montréal, il y avait beaucoup de petites ligues indépendantes, il y avait les Royaux, donc c'était dur, compliqué pour la Ligue provinciale de rivaliser à Montréal. Mais Montréal et la province de Québec au complet, dans les années 40, il y avait un calibre de baseball qui était fantastique. On va recevoir là, un peu plus tard Roger, qui est le président de la Ligue de baseball du Québec, qui fête cette année son 70e anniversaire, donc 1946. On parle un petit peu de ces eaux-là. Donc à Montréal, le baseball était déjà, s'organisait déjà. Oui, ça s'organisait. Puis comme je te disais tout à l'heure, la multitude de petites ligues, ça en est une, ça, fondée par Gérard Thibault en 1946. Il y avait d'autres gens, les Fred Spada et compagnie. Il y avait les Nolais aussi, il y avait l'Association provinciale de baseball, qui est l'ancêtre ni plus ni moins de Baseball Québec. Comme de raison, il n'y avait pas beaucoup d'équipes fédérées comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de ligues indépendantes, on évoluait chacun de son côté. Mais il y avait quand même un embryon d'organisation. Et puis c'est pour ça que je te dis que les années 40, réellement, l'activité du baseball à Montréal en particulier, ça fourmillait. C'était effrayant de voir ça. Tu ne pouvais pas aller, tu pouvais pas quitter un quartier sans voir du baseball. Il y en avait partout. Ils ne transformaient pas en terrain de soccer ou en parc caché dans ce temps-là. Ben non. Okay. Hein? C'était réellement. Puis quand tu y penses comme il faut, même au début du siècle, là, le baseball, c'était le sport national des Québécois, même avant le hockey. Wow. Très populaire. Wow. C'est quand que le Canadien a commencé à être populaire le moindrement, c'est là que ça a commencé. Là, le revirement s'est effectué. Mais ouais, le baseball, écoute, c'est un sport qui était typiquement. Puis c'est drôle. Parce que c'est un sport américain, avec un vocabulaire qui est quand même anglophone. Des joueurs professionnels qui viennent des États-Unis. Et pourtant, les Québécois ont adopté ce sport-là comme aucun autre sport. Hein? Oui, définitivement. C'est bizarre, hein? Peux-tu nous parler également de façon plus générale de Sabre Québec, de vos activités, de ce que vous faites au niveau... Sabre Québec, en français, ni plus ni moins, c'est la Société de recherche sur le baseball américain. C'est une organisation mondiale. Il y a beaucoup de membres aux États-Unis. On a à peu près 7000 membres. Et puis, on a un chapitre au Québec. C'est une organisation qui se dévoue à effectuer l'histoire du baseball. Notre chapitre au Québec, on est à peu près une trentaine. Et puis, on a des spécialistes dans tous les domaines. Que ce soit la Ligue provinciale, les Royaux, les Expos, même les filiales des Expos. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des filiales des Expos à Québec, les Carnavals. Gary Carter a joué à Québec dans les années 70. Oui, on a des spécialistes de toute formation. Que ce soit des journalistes, des reporters à la télévision, vous avez des historiens professionnels. Nous, notre mission, c'est de faire vivre l'histoire du baseball au Québec. Ben, merci pour ces quelques moments passés en notre compagnie. Je pense qu'on a appris un petit peu sur le baseball à Montréal. Merci beaucoup, Patrick. Ça m'a fait plaisir, on invite les gens à visiter là, Sabre Québec. Notre site? Oui. Oui, on tapez dans Google Sabre Québec, SABR Québec, vous allez trouver ça. Ben, merci beaucoup, Patrick. Super, Jean. Alors, on revient au match. Toujours le fun de parler de l'histoire du baseball pendant que vous pouvez regarder l'action. Alors,
c'est Josué Martinez au bâton. Avec 2 retraits dans la manche. Retiré sur 3 prises pour la fin de la manche. Donc, je pense que du côté de Québec, on va être très satisfait de la performance du lanceur. On a trouvé de la stabilité au monticule. On a lancé beaucoup plus de prises. On a vu quelques balles glissantes de la part du lanceur. Donc, un élément très positif pour la troupe de la capitale nationale. Maintenant, il reste à faire quelques points. Si on est capable là, dans cette manche-là de faire 2-3 points, bien, c'est sûr là, qu'on va être très content de la part de la capitale nationale. Des propos très intéressants de Patrick là, au niveau de l'histoire du baseball à Montréal. Bon, c'est sûr que de notre génération, on a grandi avec les Expos. L'autre génération a grandi avec les Royaux, mais le baseball, c'est depuis le début du siècle, comme Patrick l'a mentionné. Alors, c'est un autre aspect intéressant de discuter. Lionel Robitaille, 35 lancés. Donc, Lionel Robitaille qui a fait 35 lancés, qui va sûrement revenir pour la prochaine manche. Là, on va avoir une décision à prendre du côté de la capitale nationale. On sait qu'au niveau il y a toute une réglementation au niveau de la limitation des lancers. Donc, si le lanceur, si Jeune Robitaille fait 45 lancers aujourd'hui, il va pouvoir relancer demain. S'il en fait 46, il n'a pas le droit de lancer demain. Mais s'il en fait jusqu'à 60, il pourrait relancer dans le cas d'une finale qui pourrait avoir lieu lundi. Encore là, ça dépend du nombre de lancers qu'on a, de lanceurs qu'on a pour la journée de demain, parce que dans le fond, il nous reste les quarts de finale et les demi-finales pour se rendre à la finale de lundi. On va probablement lui donner la chance de revenir au monticule puisqu'il se présente au bâton pour la première fois en ce début de 3e manche. C'est un petit peu la même chose là, pour Billy, le lanceur de Montréal. On doit se rapprocher là, du 45 lancés. Donc, on peut s'attendre probablement à ce que Mathieu, qui est l'entraîneur-chef de Montréal, puisse effectuer un lancer là, quand on va être aux alentours de 45. Pour le garder pour la journée de demain le plus possible, on mène 10-1. Et du côté de la formation de la région de Montréal, on a pris la décision hier contre la formation de Laval, dans une victoire très serrée, de brûler un de nos meilleurs lanceurs, notre 3e lanceur dans la rotation. Pour aller chercher une meilleure position dans notre Pour pool. s'assurer de gagner. Et voilà. Pour s'assurer de gagner. Et là, en voyant le pointage des autres équipes, ben, on s'est dit à 2-0, je vais être sûr de passer puis gérer la 3e partie d'une autre façon. Du côté de la région de Montréal, on m'a dit que ça avait plus ou moins l'importance de gagner le match. Là, on est en très bonne position, fait que peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose, mais on n'essaiera pas. Là, ça me surprendrait beaucoup qu'on voit un des top 3 lanceurs. Là. On va essayer de s'en sortir avec nos lanceurs un petit peu de fin de rotation, sans dire qu'ils sont moins bons, mais pour garder nos lanceurs avec plus d'effectifs pour les rondes de quart de finale et de demi-finale qui seront jouées demain. En retraite sur 3 prises, Lionel Robitaille se présente au bâton le receveur Xavier Cadorette. Est-ce que tu as amené ton maillot de bain? Non, n'ajustez pas votre appareil ou votre tablette ou votre téléphone. Le ciel est maintenant gris au complexe sportif Claude Robillard. On devrait allumer les lumières là, sous peu. Donc, peut-être un des premiers points constructifs que je pourrais mentionner au jeune lanceur Billy, c'est lorsqu'on lance sa balle glissante, on voit il décélère son bras. Ce qu'on veut d'une balle glissante, c'est justement avoir la même vitesse de bras pour avoir une balle qui va bouger gauche-droite. Du côté de Billy, là, si on pouvait juste améliorer ce point-là. Il annonce un peu son lancer. Ouais, ben non, mais c'est plus facile à frapper. Là. Une balle 2 prises à Cadorette. Mais il est très bon pour localiser son lancer, sa rapide.
Puis on peut voir qu'il gère bien aussi la vélocité. Il ne lance pas tout le temps à 100%. Il y a des lancers à 80, 85 des fois, mais quand il y a 2 prises, il va pousser un peu plus. Là. Balle cognée dans la gauche. En jeu. Donc, Cadorette reste sagement au premier but. Donc, un beau coup sûr, une balle bien frappée dans le champ gauche. Rien à faire pour le joueur d'Inter, le joueur de 3e but. C'est sûr que c'est une balle qui est frappée à l'entre-champ qu'on appelle. J'aime bien là, dans les ligues de balles données ou dans les autres documents appeler ça un coup sûr de camping. Mais c'est une balle qui est frappée à l'entre-champ. Il n'y avait absolument rien à faire là-dessus. On va souhaiter par le fait même bon Noël des campeurs là, à tous les campeurs à travers le Québec qui nous regardent sur la web diffusion. Ça mène au bâton Olivier Dubuc, le voltigeur de centre. Là, on a un changement de coureur. Le prochain frappeur, le numéro 48, Olivier Dubuc. Pendant que on sent la veille d'orage. Le petit vent mouillé qui commence. Oui. On a un changement de coureur, le numéro 52 qui va entrer. 52, Zachary Plante ira courir à la place de Cadorette au premier but. Oui, on a un pinch run. Pendant qu'on va continuer à lancer dans la semi-tempête, pendant que les gens se regroupent sous la tente, c'est parfait, ça nous fait un abri pour la pluie. Ils vont se faire mouiller à notre place, c'est ça qu'on veut. Une première prise à Dubuc. Donc pendant que l'arbitre prend la décision de suspendre le jeu, étant donné là, la veille d'orage qui semble violent, on va vous revenir avec plus de détails. On peut s'attendre à une certaine pause là, d'au moins 15 minutes. On va en profiter pour faire une pause publicitaire. Et on vous revient dans quelques instants, mesdames et messieurs. Dans les cafés de la rue Saint-Jean, même si déjà on savait bien que notre histoire d'origine